Donc nous sommes le 4 décembre 2017 au séminaire du lundi. Je vais poursuivre et terminer sur les pulsions. Et ça m'amènera à poser un certain nombre de questions pour lesquelles il manque un peu de technicité. Donc, je suis page 38 de ma petite édition de métapsychologie. Je vais lire un peu en deçà. Donc le moi n'a pas besoin du monde extérieur pour autant qu'il est auto-érotique. Mais il reçoit de celui-ci des objets par suite des expériences que connaissent les pulsions de conservation du moi, et il ne peut pas éviter de ressentir des excitations pulsionnelles internes, etc. Je passe. Donc, c'est là que ça commence à être plus intéressant. Le moi réalité du début, qui a distingué intérieur et extérieur. Donc les schémas freudiens ne correspondent pas exactement à ce que j'en fais, mais si on veut superposer les concepts, l'intérieur vaut pour, à mon avis, intention. Du moins, je préfère substituer intention à intérieur, et extérieur vaut pour extension. Donc, le moi réalité du début, c'est das Real Ich, hein. Le moi réel peut-être, je sais pas. Qui a distingué intérieur et extérieur à l'aide d'un bon critère objectif, se transforme ainsi en un moi plaisir purifié qui place le caractère de plaisir au-dessus de tout autre. Je vous rappelle que c'est l'envers dans la dénégation. Hein. Le moi plaisir, le Lust Ich, est antérieur au Real Ich. Moi, ça m'a amené plutôt que de considérer que Freud était dans une contradiction, de considérer qu'il y avait deux modes de réalisation, disons, un premier réel et un second. Voilà. En termes de réel. Hein. Parce que je ne confonds pas avec la réalité. Si Freud avait voulu parler de réalité, il l'aurait fait. Le monde extérieur se décompose pour le moi en une partie plaisir qu'il sait incorporer et un reste qui lui est étranger. Donc on est dans le même schéma. La partie Lust, une partie Lust et une partie étrangère qui va devenir l'autre. Et à mon avis, qui va correspondre à l'Unlust, mais ça c'est moi qui le dis jusqu'à présent. Le moi a extrait de lui-même une partie intégrante qu'il jette dans le monde extérieur et ressent comme hostile. C'est pas tout à fait la même chose dans la dénégation. Dans la dénégation, le sujet, je préfère dire le sujet, le ich, hein, incorpore une fonction intentionnelle. À partir de là, où il incorpore le Lust, ou la fonction père, ou la fonction de la castration, à partir de là, il y a effectivement une partition qui peut se faire avec ce qui se maintient comme Unlust, et
mais il a le choix, il peut encore reconsidérer les objets du monde extérieur qui sont a priori insatisfaisants pour quand même leur donner une autre qualité de telle façon à ce qu'ils puissent les intégrer, et de la même manière que quant à ceux qu'il aurait pu garder ou qu'il aurait déjà intégrés, il peut les évacuer sur l'extérieur. Le terme, c'est pas du tout incorporé là, hein, c'est introjecté, je vous rappelle. Donc là, il y a une fonction d'introjection qu'il ne faut pas confondre avec l'incorporation qui est de l'ordre de la récursivité. Bon, c'est là qu'il y a une partition importante dans Freud, où il dit le ich et le subject, c'est la même chose, donc c'est traduit par le moi-sujet, avec plaisir. Donc il y a effectivement un sujet que je considère être le sujet du narcissisme primordial, que je situe là, hein. Et un monde extérieur avec des plaisirs. C'est l'indifférence d'avant, c'est-à-dire la partie d'indifférence qui s'est jouée. Mais on va à la page d'après, ça joue un peu différemment. Donc avec l'entrée de l'objet dans le stade du narcissisme primaire, on parvient aussi à la formation du deuxième sens opposé à aimer, haïr. Comme nous l'avons déjà vu, c'est d'abord par les pulsions d'autoconservation que l'objet est apporté du monde extérieur au moi, et l'on ne peut contester que le sens originaire de la haine désigne aussi la relation au monde extérieur, étranger, qui apporte les excitations, c'est-à-dire qui empêche le sujet de rester au calme. Alors, c'est là qu'il y a à voir. Donc, l'indifférence se range comme un cas spécial de la haine, de l'aversion, après être apparu d'abord comme le précurseur de celle-ci. Donc il y a deux types d'indifférence. Hein. Il y a le mode initial d'indifférence, d'indifférence à l'objet, je vais dire, qui concerne la fonction. Mais ensuite, il y a une partie de cette indifférence qui va se transformer en jouissance, l'autre partie va se maintenir comme une jouissance négative, mais ce qui va être introjecté, si ça garde ce côté haineux, qui vaut pour l'énamoration, hein. Ça permet à Lacan de faire son jeu de mots entre la haine et l'amour. Donc par rapport à ce qui est de l'ordre de l'amour, ou peut-être dans l'autre sens, hein. Bon, il faut rediscuter du sens des flèches quand même, mais amour et haine sont associés dans cette énamoration. Donc il y a une haine quand même pour l'objet au profit du narcissisme primordial. Donc là-dessus, je suis en train de suivre Freud. Simplement l'indifférence qui n'est plus l'indifférence initiale, qui est supplantée par l'opposition Lust-Unlust, se transcrit en un autre type d'indifférence qui est un aspect de la haine. Et pourquoi l'indifférence passe du Lust à l'Unlust comme ça, de l'intérieur à l'extérieur? Non, c'est... Je peux répondre à ma façon et pas à la façon de Freud. Hein. Le schéma initial de Freud, c'est qu'il y a de l'indifférencié. Alors il le dit variablement. Et une partie de ce monde indifférencié apparaît satisfaisant au sujet de telle façon à ce que, pulsionnellement, il puisse en jouir. Et l'autre partie reste indifférenciée. Et puis, le système d'opposition est tel que le Lust va s'opposer à l'indifférencié qui devient Lust. Et donc, dans le dualisme de Freud, l'intérieur ne se définit que comme ce qui aura
qui métaphorise la jouissance. La fonction, c'est la fonction de jouissance. Ensuite, c'est à prendre comme une mise en scène, si on veut. Donc entre l'intérieur et l'extérieur, l'extérieur, ça correspond au monde et c'est constitué de ce qui est insatisfaisant pour le sujet, de ce qu'il a rejeté comme étant constitutif du monde. Je trouve important que Freud note que ce narcissisme primordial implique la construction du monde. Là, on trouve le même type de, je dirais, d'économie que ce que je prône habituellement. Donc, l'extérieur, l'objet, le haï, seraient tout d'abord, tout au début, identiques. Identiques à ce qu'est l'intérieur, le sujet et l'aimé. Au moment où plus tard l'objet se révèle être une source de plaisir, il est aimé, mais aussi incorporé au moi, de sorte que pour le terme, ça serait introjecté quand même, mais là, Freud peut induire une confusion. Hein. Ça justifie que des tas de gens parlent d'incorporation et d'introjection. En veux-tu, en voilà. C'est vrai que dans ce que j'ai pas lu, Freud note que le terme d'introjection, c'est une expression de Ferenczi. Alors ça l'amène peut-être à rester sur le terme d'incorporation, lui. La question de la dialectique de Freud, c'est que lorsque l'objet est de nouveau intégré au sujet, et de nouveau aimé, du coup, s'il n'apparaît plus comme une partie spécifique dans le sujet, il vaut comme ce qui persiste à être reconnu comme objet et donc extérieur, vaut de nouveau comme étranger et haï. Où l'objet est intégré, dans ce cas-là, il n'apparaît plus comme objet. S'il persiste comme objet, c'est qu'il est haï. Je me demande où j'ai lu, où j'ai lu que le narcissisme construisait l'objet. Hein. Je l'ai lu là ou c'est moi qui le réinvente? En haut de la page. En haut de la page quoi? 38. En haut de la page 38. Ouais, c'est pas aussi clair. Je suis plus catégorique que Freud. Non, mais il me semblait que c'était dans la page 39, mais je prends mes désirs pour la réalité. Donc c'est pas la même édition. Non, non, ça ne change rien au discours. Bon, non, mais il me semblait que je l'avais lu, mais peu importe. Donc la question de l'indifférence et le déplacement de l'indifférence, je pense, joue sur ce qu'il en est de la différenciation. On a affaire,
s'il faut reprendre les choses avec peut-être plus de clarté, par rapport à ce qui nous occupe, dans cette dialectique freudienne, on passe donc de ce que je vais déporter, disons, depuis le narcissisme primordial, en termes d'indifférence, qui s'identifie à la différence, de façon meubienne, toujours, et qui va s'opposer à un autre type d'indifférence, qui correspond à la haine. Ça serait pas l'indifférencié, le petit Oui, moi je sais pas, personnellement, je ne distingue pas indifférencié et indifférent, indifférence. On peut, hein. Non, mais comme ça c'est de la traduction française, là aussi que je reprenne l'allemand. Non, mais c'est pas l'indifférence du point de vue du sujet, c'est le manque de différenciation objectivable. Oui, c'est ce que vous appelez magma du pépéontologie, non? Oui, mais c'est aussi bien l'indifférence initiale de magma. Il n'est pas encore ontologique. Il faut qu'il y ait un distinguo pour qu'il y ait dans le rejeté du magma. Bon, je continue. Nous remarquons ici que tout comme le couple d'opposés, amour-indifférence, reflète la polarité moi-monde extérieur, la seconde opposition amour-haine reproduit la polarité plaisir-déplaisir liée à la première. Nouée à la première en allemand. Après que le stade purement narcissique a été remplacé par le stade de l'objet, plaisir et déplaisir signifient relation du moi à l'objet. Quand l'objet devient source de sensation de plaisir, apparaît une tendance motrice qui veut le rapprocher du moi, du sujet, l'incorporer dans le moi. Nous parlons aussi dans ce cas de l'attrait exercé par l'objet dispensateur de plaisir, et nous disons que nous aimons l'objet. Donc il y a effectivement un renversement entre les positions de sujet et d'objet, mais bon, c'est pas l'objet qui exerce un attrait par lui-même, hein. Je pense qu'il faut qu'il soit aimé, il faut qu'il soit désiré pour qu'il y ait un attrait de l'objet. Inversement, quand l'objet est source de sensation de déplaisir, une tendance s'efforce d'accroître la distance entre lui et le moi, de répéter à son propos la tentative originaire de fuite devant le monde extérieur émetteur d'excitation. Nous ressentons la répulsion de l'objet et nous le haïssons. Bon, c'est la question que se pose Freud, c'est celle du sujet vis-à-vis de l'objet. Hein. Parce qu'on pourrait à la rigueur dire d'une pulsion qu'elle aime l'objet, vers lequel elle tend pour sa satisfaction. Mais dire qu'une pulsion a été un objet, cela nous choque et nous fait par là même saisir que les termes d'amour et de haine ne doivent pas être utilisés pour les relations des pulsions à leurs objets, mais réservés pour les relations du moi total aux objets. Bon, je peux laisser. Le moi total, c'est le narcissisme primaire. Non, c'est le sujet, parce que c'est le Gesamt-Ich, un moi ramassé sur lui-même de telle façon qu'il vaut en ayant intégré des objets. Donc, c'est pas un moi purifié, comme Freud l'a dit précédemment. Lacan commande ça, page 175 de l'édition du Seuil des 4 concepts. Des objets qui servent à la conservation du moi, on ne dit pas qu'on les aime,
mais on insiste sur le fait qu'on en a besoin et on y ajoute éventuellement l'expression d'une relation d'un autre genre en employant des mots qui indiquent un amour très affaibli. Aimer bien, apprécier, trouver agréable. Bon, voilà. Il faut penser à la nourriture. Hein. Le mot aimer se retire donc de plus en plus dans la sphère de la pure relation de plaisir du moi à l'objet. La relation de jouissance parle de l'objet par le sujet. Hein. C'est comme ça qu'il faut traduire, parce qu'il ne s'agit pas du plaisir, la relation du plaisir du moi à l'objet. Il s'agit de la jouissance de l'objet par le sujet. Et se fixe finalement sur les objets sexuels au sens strict et sur les objets qui satisfont les besoins des pulsions sexuelles sublimées. Donc l'emploi le plus adéquat du mot aimer se trouve dans la relation du moi à son objet sexuel. Cela nous apprend que l'emploi de ce mot pour une telle relation ne peut commencer qu'avec la synthèse de toutes les pulsions partielles de la sexualité, sous le primat des organes génitaux et au service de la fonction de reproduction. Donc, les prototypes de la relation de haine ne proviennent pas de la vie sexuelle, mais de la lutte du moi pour sa conservation et son affirmation. En gros, la sexualité à cette époque pour Freud, suit le modèle de la différence sujet-objet, purement et simplement. On voit qu'amour et haine, qui se présentent à nous comme constituant une totale opposition matérielle, ne sont pourtant pas entre eux dans une relation simple. C'est ce qui nous intéresse. Ils ne sont pas dérivés du clivage d'une réalité originaire commune. Ce n'est pas les deux moitiés dans le banquet. Mais ils ont des origines différentes et ont suivi chacun leur développement propre avant de se constituer en opposés sous l'influence de la relation plaisir-déplaisir. Bon, moi, ce que Freud appelle suivre chacun un développement propre, à mon avis, c'est un développement de ce qui n'est que fonctionnel. Hein. C'est-à-dire de ce qui n'est que jouissance. Les deux, ce qui se maintient comme sujet interne, comme dit Freud, et objet externe, et ce qu'il faudra comme objet externe, tout ça, ça dépend de la jouissance que le sujet peut en avoir. Bon, à l'origine, l'amour est narcissique, il parle de l'auto-érotisme du plaisir d'organe, puis il s'étend aux objets qui ont été incorporés au moi élargi et expriment la tendance motrice du moi vers ces objets en tant qu'ils sont source de plaisir. Ils se nouent intimement à l'activité des pulsions sexuelles ultérieures et une fois leur synthèse accomplie, coïncident avec la tendance sexuelle dans sa totalité. Là aussi, Lacan en parle. Hein. Et là, c'est incorporé ou introjecté alors? Là, c'est incorporé, mais je vais vérifier l'allemand parce que à chaque fois que c'est incorporé, comme je n'ai pas rayé, donc ça doit être à chaque fois. Là, bon. Oui, ça va faire les Gesammeltwerk 10, page 229 par exemple. Non, là je trouve que Freud ne distingue pas suffisamment incorporé et introjecté. Bon, pourtant, Totem et Tabou et l'incorporation du père, c'est antérieur.
13. Je suis en diagonale, ce qui fait que je passe à côté des mots. Ouais, donc c'est vraiment en italique, hein, Inferleiben. Odor Fressen. Donc ça correspond à la page 42 là, dans cette édition. Et Lacan aussi en parle, hein, de la Ganz Sexualstrebung. Enfin, l'expression de Freud, c'est mit dem Ganzen der Sexualstrebung. La tendance sexuelle dans sa totalité. Le premier but que nous reconnaissons, bon, on va dire, les stades préliminaires de l'amour se présentent comme des buts sexuels provisoires pendant que les pulsions sexuelles accomplissent leur développement compliqué. Le premier but que nous reconnaissons, c'est incorporer ou dévorer, donc Einverleiben ou der Fressen, dévorer comme un animal, hein, Fressen c'est dévorer aux animaux. Un type d'amour qui est compatible avec la suppression de l'existence de l'objet, avec l'existence particulière de l'objet. Hein. Suppression, c'est une Aufhebung. Donc c'est pas si simple de traduire Aufhebung, hein, je vous rappelle. C'est à la fois une suppression, une conservation, un dépassement, c'est une dialectique. Donc d'une existence, de l'existence propre de l'objet, hein. Pas seulement de l'existence de l'objet. C'est peut-être qu'ils ont traduit par dans son individualité. Et qui peut donc être qualifié d'ambivalent. Donc au stade supérieur, qu'est l'organisation prégénitale sadicanale, la tendance vers l'objet apparaît sous la forme d'une poussée à l'emprise, pour laquelle endommager ou détruire, en fait c'est vernichten, l'objet n'entre pas en ligne de compte. Anéantir l'objet n'entre pas en ligne de compte. Cette forme, ce stade préliminaire de l'amour, peut à peine se distinguer de la haine dans son comportement vis-à-vis de l'objet. Je crois qu'on peut bouffer l'objet par haine et on peut le bouffer par amour. Ce n'est qu'avec l'établissement de l'organisation génitale que l'amour est devenu l'opposé de la haine. Donc, je termine. La haine provient du refus originaire que le moi narcissique oppose au monde extérieur, prodiguant les excitations. Donc la négativité du refus, là, c'est Ablehnung, hein, c'est le fait qu'on repousse. C'est le même mot pour refus de la féminité chez l'homme. Bon. En tant que manifestation de la réaction de déplaisir, cette haine, suscitée par des objets, elle demeure toujours en relation intime avec les pulsions de conservation du moi, de sorte que les pulsions du moi et les pulsions sexuelles peuvent facilement en venir à une opposition qui répète celle de la haine et de l'amour. Quand les pulsions du moi dominent la fonction sexuelle, comme c'est le cas au stade de l'organisation sadicanale, elles donnent au but pulsionnel lui-même les caractères de la haine. Donc, moi j'entendrais aussi bien la boulimie par exemple. Hein. On peut bouffer énormément par supposé plaisir, enfin il n'y a pas forcément de plaisir dans la boulimie. Mais c'est quand même haïr, se haïr soi-même qui est en jeu là-dedans. Je vais quand même lire la fin, une dialectique amour-haine qui me semble important.
L'histoire de l'amour dans son apparition et ses relations nous fait comprendre pourquoi il se présente si souvent comme ambivalent, c'est-à-dire accompagné de notions de haine visant le même objet. La haine mêlée à l'amour provient en partie des stades préliminaires de l'amour, incomplètement dépassés et en partie fondés dans les réactions de refus de la part des pulsions du moi. Réactions qui, dans les fréquents conflits